Il a libéré la France, il a transformé la République, il a marqué des générations, mais il n'est plus qu'un souvenir des ennuyants cours d'histoire. Qui était le général de Gaulle ? Pourquoi sa vie a-t-elle autant marqué la France? Qui est vraiment ce héros étudié en cours d'histoire et méconnu des jeunes? Hello, c'est Benjamin Sante, on se retrouve pour découvrir l'histoire d'une figure de la France, Charles de Gaulle. Je suis sûr que tu as entendu parler 500 fois de lui et pourtant tu ne te souviens que de 3 faits marquants. Qu'il a libéré la France, qu'il a été président de la République et qu'Hubert Bonisseur de Labatte, dit OSS 117, est un grand fan de lui. Apparemment, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Bon, c'est déjà bien, mais ça fait vraiment pas beaucoup pour une personne qui a profondément marqué ton pays. On va changer ça avec une vidéo sur l'histoire du général de Gaulle, mais en mode cool. C'est pas un cours d'histoire, t'inquiète pas. Mais tu vas tout apprendre et tu verras, c'est la vraie histoire. Abonne-toi et c'est parti. Ah, et juste avant, tu peux retrouver tous mes programmes dans la description, notamment mon programme Guerrier pour l'armée, si tu veux devenir un vrai militaire. Tu as 2 semaines offertes sur le programme, si tu vas après la vidéo. Et si tu veux perdre du gras, prendre du muscle, c'est aussi dans la description. Alors, fonce. Allez, Charles, allons-y. Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille. Charles est le 3e d'une fratrie de 5 enfants. Xavier, Marie-Agnès, Jacques et Pierre. La famille de Gaulle vit à Paris mais se rend à Lille dans la maison de famille pour l'accouchement. Et oui, au 19e siècle, on accouche à la maison, c'est mieux. C'est plus sûr que l'hôpital, donc c'est la norme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée d'aller accoucher à la maison. Charles est baptisé le jour de sa naissance à l'église Saint-André. Ça aussi, aujourd'hui, ça se fait plus trop. L'enfance de Charles se déroule principalement à Paris et il se rend dans le Nord pendant les vacances. Charles montre rapidement un caractère de leader. En gros, il jouait pas à la princesse, tu vas le voir. Dans ces jeux, on voit déjà sa future vocation militaire, notamment lorsqu'il exige de prendre le commandement de l'armée française à l'occasion des batailles de soldats de plomb. Il y joue avec ses frères et ses cousins, mais c'est des vraies batailles organisées. On voit qu'il a déjà un caractère bien trempé. Sa mère est extrêmement patriote et son père lui fait lire des œuvres nationalistes. Forcément, Charles aime son pays. Charles est passionné de littérature et de théâtre. Pendant son enfance, il joue souvent au théâtre et lit énormément. En fait, ça n'a rien de surprenant. Moi aussi, quand j'étais jeune, on faisait ça. On jouait au théâtre, on s'amusait à refaire des pièces, on avait des jeux de rôle, jusqu'au développement des jeux sur ordinateur et de l'avènement de la PlayStation. Aujourd'hui, les jeunes, ils font quoi? Ils font des danses sur TikTok, donc bon, ça a disparu. Et côté littérature, c'est la tablette et les vidéos YouTube, c'est plus trop ça. Mais non, je suis pas un vieux réac, c'est juste un petit constat. Le jeune Charles fait ses études chez les Jésuites et opte très tôt pour la carrière des armes. Après son bac obtenu avec la mention passable, il se tourne donc naturellement vers Saint-Cyr, l'école des officiers de l'armée de terre dans laquelle on entre par un concours. Aujourd'hui, pour entrer à Saint-Cyr, il faut passer un concours post-prépa, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, pour ça, c'est 2 ans de classe préparatoire. À son époque, 1 an de classe préparatoire suffit. Mais lui, il en a fait 2. Il effectue donc 1 année de classe préparatoire à l'école centrale d'Antoine en Belgique. Puis, après 1 année préparatoire au collège Stanislas à Paris, Charles est reçu en 1909 à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au 119e rang. Mais, ça ne se passe pas comme aujourd'hui. Et oui, avant d'aller à la spéciale, comme on l'appelle, un Saint-Cyrien doit d'abord faire un stage de troupe d'1 an dans un régiment. Et si tu as vu cette vidéo sur la scolarité à Saint-Cyr, tu sais qu'aujourd'hui, le stage en régiment se fait au cours de la première année. Après ce stage seulement, il entre à Saint-Cyr pour suivre sa formation. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur la scolarité actuelle à Saint-Cyr qui a beaucoup changé, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Comme ça, tu connaîtras tout. Tu la regarderas après, t'inquiète pas, je te mets le lien dans la description, tu pourras aller voir ça. Et oui, pars pas s'il te plaît, pense à mon petit watch time et mets un like et un commentaire d'ailleurs. Reprenons. Charles s'engage pour 4 ans dans l'armée. Le 7 octobre 1909 et choisit d'effectuer son stage de soldat au 33e régiment d'infanterie à Arras, où il passe 1 an en tant que simple soldat. Et pourquoi ce régiment? Passé prestigieux et pas loin de sa maison de Lille et de sa famille. Forcément, le choix est tout fait. Et là-bas, dans le régiment, il va faire des trucs de militaire. Alors non, je vois venir les haters, enfin je sais pas si j'ai des haters, mais les wokistes qui critiquent les militaires là. Non, il va pas tuer des gens, non, il va pas aux dames de joie ou tout ça.
Il va faire des trucs de militaire de base, donc la formation initiale. En gros, il apprend le tir, la marche au pas, le combat à l'épée parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, ou encore la savate française. Voilà, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fait 1m93. Il est très grand, vraiment grand pour cette époque. Déjà aujourd'hui, c'est grand 1m93, mais à ce moment-là, encore plus. La plupart des appelés du régiment mesuraient moins d'1m65. Ça, je ne savais pas du tout. C'est quelque chose que j'ai appris en écrivant cette vidéo. Et en général, les Français ne savent pas que Charles de Gaulle était très grand. Et ben, il dépassait vraiment tout le monde et on le remarquait bien. Pendant cette année de stage, rien de notable. Il est bon, il fait le boulot et ça lui plaît. Donc l'année, elle déroule. Et à la fin de l'année, il rentre en octobre 1910 à Saint-Cyr. Dans une lettre d'octobre 1910, il décrit à sa mère sa première semaine à l'école. La première semaine s'achève, au milieu de la pleine activité qui y régnera désormais pour moi. Nos journées sont mieux que remplies avec nos cours, nos études, nos exercices militaires, l'escrime, le cheval, l'astique, la gymnastique, etc. Et nous sommes, en dépit d'un an de régiment, un peu courbaturés par ses débuts très brusques d'occupations si diverses. À Saint-Cyr, Charles ne se distingue en rien, sinon toujours par la taille des autres jeunes de sa promotion. Le bazar, De Gaulle y gagne nombre de sobriquets. Cyrano, le pan, le dindon, la grande asperge, double mètre, saut en hauteur ou encore melon kilomètre. Bref, les taquineries classiques de Saint-Cyr. Pendant sa scolarité qui dure donc 2 ans et non 3 comme aujourd'hui, De Gaulle est très studieux, ce qui diffère des autres élèves. Et oui, à Saint-Cyr, la pompe, donc l'équivalent des cours, n'est pas le fort de la plupart des élèves. En fait, on n'aime pas trop étudier là-bas. De Gaulle entre 119e à Saint-Cyr et termine 13e. Dès la fin de la première année, De Gaulle a choisi son arme, l'infanterie. Et en fin de deuxième année, il a choisi son régiment, le 33e régiment d'infanterie, commandé par le colonel Pétain. Pour l'époque, ce choix est peu anodin, un peu comme choisir le matériel aujourd'hui, pourrais-tu me dire. En fait, la cavalerie est plus prestigieuse et dans l'infanterie, il y a d'autres choix plus réputés. Mais Charles suit ce qui lui plaît. Il arrive donc comme sous-lieutenant au régiment et il se fait vite remarquer par sa maîtrise de la littérature. Il écrit une nouvelle, Le secret du Spahis, prononce aussi des conférences, ici devant une compagnie, là devant un bataillon, et carrément devant un bataillon tout entier et en présence des officiers. En gros, il donne une méga conférence dans le régiment. De Gaulle est très impliqué dans la formation des militaires et est un bon officier, mais il n'est pour l'instant pas tellement différent des autres Saint-Cyriens. Il est alors le lieutenant De Gaulle, grave, sérieux, déterminé, tout simplement un jeune homme heureux dans son histoire qui se réalise. Et c'est là que tout commence. Cette première partie de la vie de Charles de Gaulle t'était certainement inconnue et elle nous montre une enfance normale, sans événements vraiment marquants. Mais les choses vont changer et la vie de celui qui deviendra le général de Gaulle est sur le point de basculer. On est en 1913 quand De Gaulle est promu lieutenant. Et en 1914, tu sais ce qui arrive. C'est la Grande Guerre qui s'étale de 1914 à 1918. La Première Guerre mondiale si tu veux. Le 1er août 1914, la mobilisation générale est ordonnée. Le lieutenant De Gaulle, au sein du 33e régiment d'infanterie d'Arras, rejoint les armées du Nord-Est. Après avoir déclaré la guerre à la France le 3 août, l'Allemagne lance son offensive en Belgique, provoquant l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Le baptême du feu a lieu pour le lieutenant De Gaulle le 14 août 1914 à Dinant, au sein du 33e régiment d'infanterie. Il participe au combat visant à arrêter la percée allemande à travers la Belgique. Quelle impression sur moi! Pourquoi ne pas le dire? 2 secondes d'émotion physique, gorge serrée. Et puis, c'est tout. Je dois même dire qu'une grosse satisfaction s'empare de moi. Enfin, on va les voir. Lors des combats du 15 août 1914, De Gaulle ne peut qu'assister impuissant aux tirs meurtriers des Allemands qui tiennent la citadelle dominant la ville de Dinant. Ainsi, dès le premier combat, la rage est plus forte que la peur. Voici déjà la colère et voici dénoncée l'incapacité de certains chefs responsables d'offensives inconsidérées, du mauvais emploi ou du non-emploi de l'artillerie, du manque de coordination des moyens dont ils disposent. De Gaulle ressent déjà une frustration à l'égard de ses chefs. Ce même jour du 15 août, le lieutenant De Gaulle s'élance à la tête de sa section dans le but d'occuper le pont qui enjambe la Meuse. Et avant même d'atteindre le pont, il tombe blessé au genou. Bon, c'était pas une épine et c'était plus long que 3 rounds, donc respect.
Charles s'est pris une balle, il est donc évalué vers l'hôpital de Charleroi. Il est soigné et le 18 octobre, il réintègre son régiment sur l'Aisne. De Gaulle est nommé capitaine à titre temporaire le 10 février 1915. Son régiment est alors commandé par le lieutenant-colonel Boudors, qui a choisi le jeune capitaine pour adjoint. De Gaulle est engagé dans les combats et fait preuve de nombreuses initiatives victorieuses. Mais il est blessé à l'oreille, puis à la main, pendant les combats. Le capitaine de Gaulle doit donc être évacué et hospitalisé au Mont d'Or vers la mi-avril. Il retrouvera son régiment le 13 juin 1915, toujours en Champagne mais dans un autre secteur. En cette année 1915, l'objectif du commandement français consiste à réaliser une percée qui obligerait l'ennemi à se replier. Et sur la fin d'année où la pluie transforme le sol en boue, les conditions de vie du fantassin sont misérables. Pendant 2 ans de guerre, De Gaulle a fait preuve d'une réflexion incroyable et a révélé son potentiel. Il a été blessé 3 fois et a repris sans souci. Et voici 1916, l'année qui pour la France et pour l'histoire s'appelle Verdun. Cette gigantesque bataille commence avec l'offensive allemande du 21 février et ne prend fin qu'avec l'attaque française du 15 décembre suivant. Le 33e régiment d'infanterie s'y trouve à pied d'œuvre dès le 26 février. Dans la nuit du 1er au 2 mars, il doit relever le 110e régiment d'infanterie qui tient un secteur à l'ouest du village de Douaumont. C'est au sud du fort que les Allemands ont occupé par surprise le 25 février. À Douaumont se trouve ce fort de Douaumont qui est central dans la bataille de Verdun. Il a été récupéré par les Allemands et cette prise est extrêmement stratégique. Il faut donc à tout prix le récupérer. Des Français sont tout autour du fort et le 33e régiment d'infanterie doit tenir une position en face du fort à un endroit qui semble pas terrible. Le colonel Boudors s'en rend compte et décide donc d'envoyer De Gaulle pour vérifier ça. Le capitaine De Gaulle explique que ça pue. La position est à 300 mètres du fort, non protégée, et ça craint vraiment. Il pense que les Allemands vont attaquer très rapidement. Mais la relève doit se faire et la position ne va pas changer. Le colonel Boudors fait un compte-rendu de la situation et dit que c'est pas terrible. Mais bon, la relève se fait. Elle se fait normalement et le lendemain de la relève, les Allemands attaquent. La compagnie de De Gaulle, la 10e compagnie, se défend bien, mais ils sont dépassés par le nombre. De Gaulle finit par chuter dans un trou d'obus où il se fait transpercer la cuisse par un soldat avec sa baïonnette. Il s'évanouit sur le coup. Ah bah ça doit pas être agréable. Et survivre à ça à cette époque, franchement c'est impressionnant. Charles de Gaulle est alors fait prisonnier. Et c'est là que va commencer l'épopée de Gaulle, une histoire incroyable que tu ne connais certainement pas. Abonne-toi, mets un petit j'aime. Charles de Gaulle est d'abord envoyé à l'hôpital de Mayence pour y être soigné. À peine remis, il est transféré à Osnabrück en Westphalie, où dès son arrivée, il imagine descendre le Danube en barque. Il prévoit vraiment son projet, mais les Allemands ont vent du projet. Le 14 juin 1916, pour éviter une évasion, il l'expédie au camp de transit de Neisse en Silésie. Puis, 2 jours plus tard, à Skouzin en Lituanie. Là, il tente à nouveau de s'échapper. Mais le trou qu'il a commencé à percer dans le mur de sa chambrée est découvert. Cela lui vaut d'être expédié le 9 octobre 1916 à Ingolstadt en Bavière, où les Allemands avaient imaginé de rassembler dans le même camp toutes les fortes têtes dont l'idée fixe était de fausser compagnie. Tous les potentiels évadés sont donc dans ce fort, et les officiers français les plus récalcitrants s'y retrouvent. Ils vont donc mettre en commun leur expérience et créer ce que les Allemands eux-mêmes appellent une académie de l'évasion. De Gaulle, comme tu vas pouvoir t'en rendre compte, se distingue extrêmement bien dans cette entreprise. Enfermé dans ce fort très bien gardé, De Gaulle n'a qu'une idée, s'échapper. Pour ça, il se rend compte que l'annexe médicale du fort, située à 8 km, est sa plus grande chance. Il avait reçu de sa mère un colis de vivres dans lequel avait été glissé un flocon d'acide picrique, officiellement destiné à soigner des engelures. Alors oui, il pouvait échanger avec sa famille et je t'expliquerai après pourquoi. Il avale sans hésiter le contenu de cet acide et se retrouve le lendemain dans l'annexe médicale. Comment s'échapper? De Gaulle procède rapidement à un petit examen des lieux. Il remarque vite que si l'annexe réservée aux prisonniers est plutôt bien gardée, l'hôpital côté civil ne l'est pas du tout. Et il y a de nombreuses allées et venues de civils rendant visite aux blessés qui y sont soignés. Il se dit que ça se joue, ça se tente. Il constate aussi que des prisonniers accompagnés par des infirmiers allemands sont régulièrement conduits
de l'annexe à l'hôpital pour y recevoir des soins. Alors les gardes, accoutumés à ces allées-venues, ne font pas trop attention. Voilà la faille. De Gaulle a désormais son plan. Se faire conduire à l'hôpital par un camarade déguisé en infirmier, troquer ensuite leur tenue militaire pour des effets civils et sortir de l'hôpital en se mêlant aux visiteurs. De Gaulle fait donc un repérage détaillé lors de cette première visite à l'annexe médicale. Puis il prépare son plan en détail impliquant de la corruption de soldats, un autre partenaire, le capitaine Émile Dupré, et beaucoup de magouilles. Une fois prêt, il se fait renvoyer à l'annexe médicale avec son camarade et met son plan à exécution. Une fois habillé en civil, il se mêle aux visiteurs et sort de l'hôpital le plus paisiblement du monde. Les voilà en ville, libres, ils ont réussi. Mais pas fini. Leur projet est alors de gagner à pied l'enclave suisse de Schaffhouse, située à 300 km en prenant la précaution de ne marcher que de nuit. Ainsi, la journée, ils restent cachés dans les bois pour éviter d'être dénoncés. Malheureusement, en traversant une petite ville, ils se font vite remarquer et sont arrêtés. Quelques jours plus tard, ils sont renvoyés à Ingolstadt et sont jetés dans les oubliettes du fort. Ils y passeront les 60 jours suivants avant de retrouver leur cellule classique plus agréable. L'évasion réussie de Gaulle a provoqué une forte discorde au sein des responsables du fort. Et De Gaulle, en l'apprenant, joue dessus et affiche des notes expliquant son évasion et les problèmes du fort. Le 20 juillet 1917, De Gaulle obtient enfin gain de cause. Il est transféré à la forteresse de Rosenberg, près de Kronach, en Franconie. Les conditions de détention y sont bien meilleures qu'à Ingolstadt. Une des ailes du château est affectée au logement des officiers captifs. De Gaulle y dispose d'une vraie chambre munie d'une fenêtre, donnant directement sur les deux remparts d'enceinte. C'est un point de vue idéal sur le chemin de la liberté. De Gaulle prépare un plan d'évasion impliquant de construire une échelle avec des planches et une corde avec des draps. Voilà, c'est son plan. Il trouve 4 camarades pour tenter l'aventure. Puis, lors d'une pluie battante, lorsque les gardes ne voient rien, les 5 camarades s'élancent et réussissent à s'échapper. Ils sont repris 10 jours plus tard. Dès son retour au fort, De Gaulle s'évade à nouveau, se déguise, mais est repris bêtement lors d'une altercation avec un gendarme allemand. Il est à nouveau incarcéré, tente à nouveau de s'évader plusieurs fois avec différentes méthodes. Au total, De Gaulle réussit à s'évader 5 fois, mais il ne rentre en France qu'une fois à la fin de la guerre. Bref, De Gaulle s'est échappé 5 fois, mais s'est fait gauler. Et oui, gauler, c'est marrant, 5 fois. Sa détermination est impressionnante et il fait preuve d'idées de fou pour parvenir à son objectif. Ça y est, la guerre est finie, De Gaulle revient en France. Quelques points intéressants sur cette captivité. Grâce à l'aide de la Croix-Rouge, De Gaulle peut recevoir des colis et correspondre avec sa famille. C'est comme cela qu'il a reçu le poison, l'acide. Ensuite, les prisonniers sont bien traités à cette époque. On est encore dans une notion de guerre noble, de guerre de respect. Et les officiers sont encore mieux traités. C'est bien pour ça que De Gaulle n'a pas été exécuté ou n'a pas été torturé ou quoi pour s'être évadé. En plus, il y a une vraie différence de traitement entre un officier et un simple soldat, ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment le cas. Pendant sa captivité, De Gaulle lit énormément. Il lit plein d'auteurs allemands et approfondit sa connaissance du pays. Au début du mois de décembre 1918, de retour en France, il retrouve les siens, ses parents, ses 3 frères qui ont tous combattu jusqu'à la fin de la guerre et sa sœur. En 1919, le capitaine De Gaulle fait partie de la mission militaire envoyée en Pologne, afin d'aider et d'instruire les officiers polonais. Il se trouve sur place lorsqu'éclate le conflit entre la Pologne et la Russie bolchevique, qui s'affrontent au sujet du tracé de nouvelles frontières entre les deux pays. En tant que conseiller auprès d'un groupe de l'armée polonaise, il assiste à la bataille de la Vistule, expérience qu'il relate dans son journal personnel. À son retour en 1921, il épouse Yvonne Vandroux, qui sera la mère de ses 3 enfants. Chargé de cours à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le capitaine De Gaulle est admis à l'école supérieure de guerre en 1922. Affecté à Mayence en tant que stagiaire au 4e bureau de l'armée du Rhin entre septembre 1924 et juillet 1925, il rejoint ensuite l'état-major particulier du maréchal Pétain, alors vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Pétain est alors le héros qu'on a oublié. Il a mené la France vers la victoire dans une guerre qui s'éternisait. Pour rappel, en 1914, les soldats français pensent gagner en 3 semaines et s'embourbent pendant presque 5 ans. Pétain remporte la bataille de Verdun, puis mène les armées françaises vers la victoire. Et là, De Gaulle va le côtoyer avec son poste. Si tu as bien suivi, ce n'est pas la première fois que Charles de Gaulle se retrouve dans la même unité que Pétain. Il avait choisi le 33e régiment d'infanterie, commandé par Pétain,
avant que le colonel Budors ne commande le régiment. Bref, sur cette partie de carrière, Charles de Gaulle fait des trucs d'officier, des papiers, tout ça. Puis il part commander un bataillon de chasseurs à Trèves en 1927, avant d'être muté au Liban en 1929. De 1931 à 1937, il est affecté au secrétariat général du Conseil supérieur de la défense nationale à Paris. Ce poste lui permet de travailler en lien direct avec les gouvernements successifs et de mieux saisir les rapports entre questions militaires et enjeux politiques. Colonel en 1937, il est nommé à la tête du 507e régiment de chars à Metz jusqu'en 1939. Voilà, je viens de te résumer 20 ans de sa vie qui ne sont pas les années les plus intéressantes. C'est sûr qu'à côté des 5 évasions, de la bataille de Verdun, de ses blessures, c'est pas palpitant. Mais ces années sont fondatrices dans la pensée de Charles de Gaulle. Ce dernier accède à des postes proches de l'état-major, côtoie le maréchal Pétain et un lien subtil avec la politique commence alors à se dessiner. En parallèle, il reste un littéraire, continue d'écrire et de partager ses théories. Le capitaine de Gaulle prononce plusieurs conférences à l'École supérieure de guerre, alors sous l'autorité du maréchal Pétain. Il y fait preuve d'indépendance d'esprit et développe l'idée qu'il se fait du chef militaire. Il réfléchit alors à une réforme de l'armée et aux relations entre le militaire et le politique. C'est ainsi que dans son premier ouvrage, La discorde chez l'ennemi, consacré à l'Allemagne et qui paraît en 1924, il insiste sur un fait qui restera une constante chez lui. Le politique doit primer sur le militaire. Alors là, il faut contextualiser, c'est important. Ce que tu connais aujourd'hui de la relation entre politique et armée a été créé par le général de Gaulle. Vraiment, c'est vraiment ces idées qu'on a aujourd'hui. Mais on n'y est pas encore. C'est avant qu'il ait pu agir. Le président de la République, chef des armées, c'est la 5e République. Or, elle n'existe pas. On se trouve sous la 3e République qui s'étale de 1870 à 1940 et qui est une république connue pour son instabilité. Ça, c'est les cours d'histoire, 3e République, instabilité en permanence, tu en as déjà entendu parler. Ce dont tu as peut-être moins entendu parler, c'est que les militaires à cette époque sont craints et qu'on se dit vraiment qu'il peut y avoir un coup d'État par des militaires. Il y a ainsi la crise du boulangisme lorsque le général Boulanger insiste pour une révision de la Constitution et qu'il est poussé au coup d'État. Bon, il a refusé, mais quand même. Puis il y a l'affaire Dreyfus, que tu connais, et cette affaire implique un officier accusé d'espionnage. C'est pas rien. Mais aussi la tentative de coup d'État, bien moins connue, de Paul Déroulède. Et ça, c'est pour les grosses histoires, parce qu'il y a aussi des tensions, des petites histoires, bon. Le climat entre officiers et politiciens n'est clairement pas facile pendant la 3e République. Ainsi, dans la pratique, au cours de la 3e République, le chef des armées est le président du conseil qui va prendre les décisions. Qui décide de la stratégie? Et tu vas voir qu'ils se posent tous la question. Là, c'est la cata, et c'est vraiment pas un euphémisme. Pour faire simple, sur la majeure partie de la 3e République, il y a un petit peu deux chefs et personne ne sait qui est le bon. Puis, il n'y a pas de chef commun à toutes les armées. Il n'y a pas vraiment d'état-major bien organisé, c'est un petit peu compliqué. On a un conseil supérieur de la guerre qui est composé de civils et de militaires qui doit décider et qui dépend du ministère de la guerre. Le vice-président du conseil supérieur de la guerre est un chef et le chef d'état-major général de l'armée est un autre chef. On a donc ces deux chefs. Cette situation rend les décisions complexes et c'est dans ce contexte global que la réflexion de Charles de Gaulle s'inscrit. Il faut vraiment comprendre ces éléments pour considérer l'importance de son ouvrage La discorde chez l'ennemi. Et ce sont bien les aboutissements de ces réflexions que l'on retrouve dans la constitution de notre République. Et oui, dans notre République, tout est bien organisé avec le président, chef des armées, mais après tu as le ministre de la Défense et en dessous tu vas avoir l'état-major qui est bien articulé avec le CEMA et les chefs d'état-major de chaque armée en dessous. Ensuite, en 1932, dans Le fil de l'épée, Charles de Gaulle apporte des idées novatrices pour l'armée et pour la politique. Ces idées, si elles avaient trouvé un bon écho, auraient pu changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors attention, je ne refais pas l'histoire, c'est juste pour montrer la pertinence de ces idées, et j'exagère vraiment pas. Son livre, c'est ultra pertinent. Du côté allemand, dès 1930, la guerre se prépare, une armée blindée se reconstitue et la formation des officiers s'améliore. Et cette formation s'améliore au passage en étudiant le fil de l'épée. Et oui, c'est marrant, mais De Gaulle a eu un véritable écho en Allemagne avec son ouvrage. Alors que du côté français, les armées évoluent peu, ne se remettent pas en question et tout ce qui est soulevé par Charles de Gaulle dans le fil de l'épée provoquera la débâcle de 1940, comme cela a été le cas en 1870, exemple donné par De Gaulle dans son ouvrage. En bref, Charles de Gaulle avait fait part du besoin de moderniser les armées, du besoin de revoir la formation des officiers, de changer la hiérarchie
et d'améliorer le fonctionnement de l'armée et donc son efficacité au combat. Et il a aussi su voir le besoin de s'ouvrir à la modernisation et au nouveau matériel. Puis il a montré les problèmes de lourdeur de commandement et place l'initiative au cœur de son ouvrage, ce qui est vraiment novateur. Charles critique les chefs qui ne décident pas et les soldats qui n'ont aucun esprit d'initiative. Pour lui, un militaire doit faire preuve d'initiative pour mener à bien sa mission. Eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans l'enseignement militaire. À Saint-Cyr, on nous parle en permanence d'initiative. Pourtant, la hiérarchie reste inerte et il n'y a là que l'idée. Plus que ça, dans son ouvrage, il chie littéralement sur le système militaire français. Et ça passe. Mais là, je crois que vous vous rendez pas compte du niveau. Donc bon, quand on est civil, qu'on connaît pas trop l'armée, ok. Mais pour l'époque, pour un officier, dans un monde d'officiers, c'est osé. Voici un extrait. Il semble que l'esprit militaire français répugne à reconnaître à l'action de guerre le caractère essentiellement empirique qu'elle doit revêtir. Il s'efforce sans cesse de construire une doctrine qui lui permette, a priori, d'orienter l'action et d'en concevoir la forme, sans tenir compte des circonstances qui devraient en être la base. En fait, Charles se rend compte de l'inertie du système et de la crainte des officiers d'accepter des choses nouvelles, du conformisme des officiers. Ça n'a toujours pas changé malheureusement. La situation dans les années 1930 est une mauvaise formation des officiers, une doctrine défensive éclatée au sol, des tensions politiques et sociales, la crainte d'une armée professionnelle qui pourrait faire un coup d'État et le manque de modernisation des armées. Bref, les idées de De Gaulle sont novatrices, pertinentes et là on ne parle que d'un ouvrage. Ce livre, Le fil de l'épée, n'est pas que militaire, il est aussi très politique et fait partie des livres qu'un Français qui aime son pays devrait lire. Ensuite, dans son ouvrage Vers l'armée de métier, publié en 1934, il prend position en faveur de la création d'une armée professionnelle, à côté de la conscription. Cependant, cette idée rencontre peu d'écho favorable. Et pourtant, c'est ce vers quoi on a évolué avec la formation progressive d'une armée de métier. Mais je pense pas qu'il aurait apprécié la suppression du service militaire. Et dans ce deuxième ouvrage, il met en avant toute une modernisation des armées qui est le principe de fonctionnement des armées actuelles et que l'on a mis énormément de temps à adopter. Il met en avant la nécessité du combat interarmes, d'une aviation intégrée dans la stratégie au sol, d'observateurs d'artillerie, d'une logistique poussée qui soit efficiente. Bref, ce gars à lui tout seul a exposé les idées fondatrices de nos armées actuelles. Et enfin, en 1938, il publie un autre livre, La France et son armée, sur l'histoire de la France et de son armée. Bon, c'est intéressant, mais il faut kiffer l'histoire militaire pour lire ça. Et voilà la fin de ce passage de la vie de Charles de Gaulle, au cours duquel ont émergé toutes ces idées. On va rentrer dans une période que tu connais normalement mieux. Enfin, je l'espère, parce que je la résume un peu plus rapidement. Lors de la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, le colonel de Gaulle est nommé commandant par intérim des chars de la 5e armée. En gros, il seconde un général dans le commandement de cette armée. Mais pour l'instant, rien ne se passe. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, c'est la période dite de la drôle de guerre. En gros, l'Allemagne a attaqué la Pologne et par un jeu d'alliance, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais rien ne se passe. Elles ont juste dit, bon, l'Allemagne, on t'attaque, on est en guerre, sans envoyer de soldats. Donc, bon, c'est bizarre. En France, on attend l'attaque des Allemands. En fait, on leur a vraiment dit, on vous déclare la guerre, venez maintenant. Les Français se retrouvent donc à attendre dans des forts et à surveiller des plaines vides. Il ne se passe donc pas grand-chose sur cette période et la Seconde Guerre mondiale pour la France commence en 1940. En janvier 1940, le colonel de Gaulle fait encore des siennes. Il envoie à 80 personnalités un mémorandum fondé sur l'analyse des opérations en Pologne. Ce texte intitulé « L'avènement de la force mécanique » insiste sur la nécessité d'allier le char et l'aviation. Et il a bien raison encore une fois. En mai 1940, De Gaulle est nommé à la tête de la 4e division de cuirassiers, nouvellement créée. Le 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la Belgique et arrive rapidement en France. Le 11 mai, De Gaulle prend effectivement le commandement de sa division et reçoit le 15 mai la mission de freiner l'armée allemande. Il réussit sa mission alors que sa division ne compte que 80 blindés sur les 364 supposés. Les autres sont encore en déplacement pour rejoindre la région. De Gaulle, avec sa division, réussit à reprendre la ville de Montcornet, après quoi il est interviewé et c'est là
qu'il lance son premier appel aux Français à la radio. Et oui, l'appel du général de Gaulle, le vrai, c'est celui-là, celui de Montcornet, le 21 mai, quand il dit « Grâce à cela, un jour, nous vaincrons sur toute la ligne. » Ensuite, de Gaulle s'illustre à plusieurs reprises à la tête de son unité, arrêtant notamment les Allemands à Abbeville, du 27 au 30 mai 1940. Nommé général le 1er juin 1940, de Gaulle devient quelques jours plus tard sous-secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. La situation en France est critique. Des millions de civils fuient face à la débâcle militaire et à l'avancée des troupes allemandes qui défilent à Paris le 14 juin. Le gouvernement français s'est installé à Bordeaux et le général de Gaulle est envoyé le 16 juin en mission à Londres pour demander au Premier ministre britannique des renforts maritimes et aériens. Alors que Winston Churchill accepte le principe d'une union franco-britannique, de Gaulle apprend à son retour à Bordeaux la démission du président du Conseil, Paul Reynaud. Il est remplacé par le maréchal Pétain. Le vainqueur de Verdun, très populaire auprès des Français, s'apprête à négocier les conditions d'un armistice avec l'Allemagne. Refusant la défaite, de Gaulle retourne à Londres dès le 17 juin pour y poursuivre le combat. Et c'est là que va débuter la résistance, période dont tu as tant entendu parler. Jusqu'ici, normalement, tu ne connaissais pas grand-chose de la vie du général de Gaulle et c'était déjà pourtant un grand chef qui a fait des choses exceptionnelles. Mais je suis d'accord, ça reste du domaine militaire plutôt pour l'instant. Grâce à l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC. Le 18 juin au soir, il s'adresse à la population française et lance un appel à poursuivre le combat, aujourd'hui considéré comme l'acte fondateur de la France libre. Ce premier appel bénéficie d'une faible audience en métropole et peu de journaux retranscrivent les paroles d'un général dont le visage reste inconnu du public. Le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 1940 et constitue, avec le soutien des Britanniques, une organisation de résistance extérieure, la France libre. Le terme de France libre apparaît pour la première fois dans l'allocution prononcée le 22 juin par le général de Gaulle au micro de la BBC et conclut par la formule « Vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance ». Le 28 juin 1940, le Premier ministre Winston Churchill reconnaît officiellement de Gaulle comme chef de tous les Français libres. Dès l'été 1940, des milliers de volontaires rejoignent les rangs des forces françaises libres, qui poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des Alliés. L'enregistrement du discours n'ayant pas été conservé par la BBC, il ne reste aujourd'hui que peu de traces de l'appel du 18 juin, hormis le manuscrit dont certains passages diffèrent de la version prononcée par le général de Gaulle et retranscrite dans la presse locale française. L'événement, célébré chaque année depuis 1941, est devenu un symbole du refus de la défaite et des conséquences dramatiques de l'armistice. À partir de septembre 1941, de Gaulle préside un comité national français qui exerce les pouvoirs exécutifs et législatifs. Même si l'autorité exclusive du général de Gaulle sur la conduite des affaires militaires et stratégiques attire à lui de nombreuses critiques. Il doit également faire face à des périodes de forte tension avec ses alliés britanniques et américains. À l'été 1942, la France libre apparaît donc comme une organisation structurée administrativement et politiquement. Et ce grâce au succès remporté par les forces françaises libres et de l'action menée par les 500 comités français libres à travers le monde. Et oui, c'est pas le seul. Les premiers contacts noués avec la métropole, à travers les programmes de la BBC, l'envoi d'agents, se sont également intensifiés. La résistance est active. Au printemps 1942, le général de Gaulle, dans une déclaration au mouvement de résistance, clarifie ses projets politiques, économiques et sociaux pour l'après-guerre. Cette volonté de rapprochement avec la résistance intérieure se traduit le 13 juillet 1942 par la transformation de la France libre en France combattante. Mais il faut savoir qu'il existe une autre organisation de résistance à Alger, dirigée par le général Giraud, et les deux s'unifient le 3 juin 1943. De Gaulle joue un rôle majeur pour la France depuis l'étranger, et on sous-estime souvent le rôle qu'il a joué. Le résumant à l'appel du 18 juin, puis à la libération. En réalité, De Gaulle a réellement sauvé les intérêts français et préservé la France. Sans lui, la France aurait été libérée. Oui, ça c'est clair, mais la France aurait été une nation perdante dans la guerre. Les intérêts internationaux français auraient été perdus, accaparés par les États-Unis, et la reconstruction aurait été bien plus difficile. Charles a dû gérer des discussions complexes avec ses supposés homologues, qui eux ont réellement un pays qu'ils gouvernent, directement. Et pour lui, c'était clairement pas le cas.
Donc, c'était pas évident. En plus, Roosevelt, président des États-Unis, voulait écarter de Gaulle qu'il n'aimait pas du tout. Il le traitait d'illuminé et le comparait à Jeanne d'Arc. Voilà, pour dire... Bon, il était vraiment à côté et il voulait juste profiter de la situation pour placer une marionnette à la tête de la France et étendre son pouvoir. Et oui, c'est les Américains, ils sont pas non plus les gentils de l'histoire. De Gaulle a vraiment sauvé la France de ça et tu vas le comprendre un petit peu plus loin. Aussi, De Gaulle doit gérer l'après-guerre et l'organisation de la France libre. Et c'est pour ça qu'il crée le gouvernement provisoire de la République française avant même le débarquement. Ce gouvernement provisoire remplace le Comité français de libération nationale le 3 juin 1944. Côté français, De Gaulle se fait connaître avec ses appels radio et est découvert par les Français le 14 juin 1944 lorsqu'il prononce le discours de Bayeux en Normandie après le débarquement. Paris est libéré le 25 août 1944. Le gouvernement provisoire de la République française dirige alors la France. Mais Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Le 9 septembre 1944, un gouvernement est mis en place et l'Assemblée constituante sera élue en octobre 1945. Puis, les femmes obtiennent aussi le droit de vote à ce moment-là. Bon, c'est pas vraiment grâce à De Gaulle, il apporte son soutien, mais c'est parce que c'était dans la marche de l'histoire. Et d'ailleurs, un fait intéressant avec la guerre, que tu ne savais certainement pas, Charles de Gaulle est rétrogradé colonel, déchu de la nationalité française et exclu de la Légion d'honneur. Bon, ça est-ce que tu le savais? Dis-le moi en commentaire, dis-le moi, je veux savoir. Mais bon, ce n'est pas ce qui va freiner Charles de Gaulle. Mais pour le reste de la vidéo, on va quand même l'appeler le colonel de Gaulle, c'est plus correct. Allez, plus sérieusement, reprenons avec le général de Gaulle. Aussi, certains se posent parfois la question d'élever le général de Gaulle à la distinction de maréchal. Mais il a clairement refusé, parce qu'il n'aimait pas ce genre de démonstration et par association au maréchal Pétain. Aussi, son ex-grade de général de brigade et sa situation ne lui offraient pas vraiment la légitimité de la distinction. Partie suivante. La guerre est finie. De Gaulle a joué un rôle exceptionnel et peut maintenant se focaliser sur sa patrie, sur ce qu'il aime. Il s'anime alors à redresser la France et à la reconstruire. Mais, en désaccord avec l'Assemblée constituante sur la conception de l'État et le rôle des partis, le général de Gaulle remet sa démission sur la question des crédits militaires au président de l'Assemblée nationale. Le 20 janvier 1946, il remet donc sa démission à Félix Gouin. Il a rempli la mission qu'il s'était donnée le 18 juin 1940, libérer le territoire, restaurer la République, organiser des élections libres et démocratiques, entreprendre la modernisation économique et sociale. Durant cette période, il exerça de fait une fonction équivalente à celle de chef de l'État. Cette période au sein du gouvernement, du GPRF, lui a permis de gouverner, de comprendre encore mieux le pouvoir politique et de savoir ce qu'il voulait vraiment. De Gaulle veut un pays fort, donc un pouvoir qui puisse mener le pays vers la réussite. Le 16 juin 1946, De Gaulle expose sa vision de l'organisation politique d'un État démocratique fort à Bayeux, en Normandie, dans un discours resté célèbre. Mais il n'est pas suivi. Il inaugure alors sa fameuse traversée du désert jusqu'en 1958, date de son retour au pouvoir. Bon, la traversée du désert, on peut aussi la résumer à 3-4 ans à partir de 55. On en parle après. Maintenant, on arrive dans une période que tu as certainement oubliée de la vie de Charles de Gaulle, la création d'un mouvement politique. Et c'est pour ça que la traversée du désert, on peut la faire commencer que plus tard. En 1947, De Gaulle fonde un mouvement politique, le Rassemblement du peuple français, le RPF, afin de transformer la scène politique française, de lutter contre le régime exclusif des partis, de s'opposer à l'avancée du communisme et de promouvoir une nouvelle réforme constitutionnelle privilégiant le pouvoir exécutif. Le RPF reprend également les thèmes de la droite la plus traditionnelle, ultra-conservatisme colonial, anticommunisme virulent, et avec son mouvement, il demande l'amnistie de Pétain qu'il juge vieillard qui faisait n'importe quoi, et qu'un acharnement n'est pas nécessaire. Sur les années 47-53, De Gaulle est impliqué en politique à travers le RPF. Bon, après un succès au municipal de 47, le RPF décline de 49 à 51. Mais en 1951, le RPF obtient encore plus de voix et va donc obtenir 117 députés. En 1952, malheureusement, le mouvement éclate. Le RPF est irrémédiablement affaibli à cause de la défection de 27 députés, puis de 45 autres députés qui font défection en juillet.
Les gaullistes vont alors se diviser entre les loyalistes qui vont fonder l'Union des Républicains d'Action Sociale et les autres qui rejoignent l'Action Républicaine et Sociale. Et aux élections locales de 1953, le RPF perd la moitié de ses suffrages. C'est la fin du parti politique qui décline jusqu'à disparaître le 13 septembre 1955. Et à ce moment, les sondages montrent une grande indifférence des Français envers le général. 10 ans seulement pour oublier le général de Gaulle. Et oui, la mémoire est courte. Pas comme Pardon. Mais bon, on le sait bien, les gens oublient vite. Et ça, à niveau politique, ça ne change pas. On continue de voter pour ceux qui nous déçoivent et on oublie ceux qui nous aident. C'est la France. Bon, je plaisante, hein, c'est le jeu de la politique, c'est partout pareil. Même si les Français sont les plus râleurs. À partir de ce moment-là, De Gaulle se retire de la vie politique et réside à Colombey-les-Deux-Églises où il va écrire et publier ses mémoires de guerre en 1954. Il passe aussi beaucoup de temps à voyager dans le monde. Ça va changer avec la crise algérienne. De 1954 à 1962 a lieu la guerre d'Algérie. Le gouvernement en place n'arrive pas du tout à gérer la situation. Et même si De Gaulle s'est officiellement retiré de la vie politique, il continue à recevoir et écouter bon nombre de sympathisants gaullistes qui ne souhaitent que son retour au pouvoir. Et ce qu'on appelle les événements d'Algérie semble présager ce retour. Le 13 mai 1958, les militaires d'Alger se révoltent et fondent un comité de salut public présidé par le général Massu qui réclame un pouvoir politique fort et capable de les soutenir. Seul le général de Gaulle, en retrait de la vie publique, semble disposer de la légitimité et de la capacité pour faire face à la situation. Massu fait appel à lui dès le 14 mai. Il explique alors au président René Coty que son retour sera conditionnel à l'obtention des pleins pouvoirs. La conférence de presse donnée le 19 mai 1958 servira entre autres à rassurer le public quant à cette période spéciale qu'il exige. Sa réponse marquera les esprits. Est ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales. Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde attenté jamais? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Le 29 mai, le président de la République, René Coty, fait appel aux plus illustres des Français. Charles de Gaulle accepte de former un nouveau gouvernement. Sous pression, l'Assemblée nationale l'investit le 1er juin par 329 voix sur 553 votants. Le général de Gaulle devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4ème République. Les députés lui accordent la possibilité de gouverner par ordonnance pour une durée de 6 mois et il l'autorise à mener à bien la réforme constitutionnelle du pays. En novembre 1958, les gaullistes remportent les élections législatives et obtiennent une confortable majorité. Le 21 décembre suivant, De Gaulle est élu président de la République et de la communauté africaine et malgache, avec 78% des voix au suffrage indirect par un collège de plus de 80 000 grands électeurs. Et ça va changer aussi. Investi comme chef du gouvernement le 1er juin 1958, le général de Gaulle lance rapidement le processus de rédaction de la nouvelle constitution. Et là, si tu te souviens du fil de l'épée et de toutes ses idées, c'est son moment, ça y est, c'est là qu'il peut vraiment faire des choses et qu'il va marquer la France. Il va créer une constitution bien différente de la précédente, il remanie complètement tout et pond la 5ème République. Bon, inutile d'aller t'expliquer tout ce qu'il y a de nouveau, je donne pas des cours de droit moi. Et c'est pas fini, De Gaulle cherche à créer des institutions qui vont faire de la France une grande puissance. En fait, son idée est que faire rayonner la France et lui redonner sa place fera des Français un grand peuple. Son intérêt est donc indirectement tourné vers les Français, mais d'abord sur le prestige du pays. C'est bien pour ça qu'il soutient des prouesses d'ingénierie comme le Concorde, alors que c'est totalement inutile pour les Français. D'un autre côté, sa politique internationale renforce le poids de la France dans les discussions, notamment en dotant la France de l'arme nucléaire. Et oui, la France n'obtient une arme nucléaire fonctionnelle qu'en 1960 grâce à la politique du général de Gaulle. Or, n'en déplaise aux wokistes, l'arme nucléaire est encore aujourd'hui un élément majeur pour peser dans le game. Sans ça, t'inquiète pas que Poutine aurait déjà envoyé quelques missiles Satan. J'exagère, mais pas tant que ça. Être une puissance nucléaire, c'est fondamental pour la France. En parallèle de tout ça, De Gaulle continue de réformer la République. Il a plein d'idées et veut laisser un régime fonctionnel. En fait, contrairement à d'autres égocentriques, De Gaulle veut faire des choses bien. Il veut que le système fonctionne et sait que les hommes sont imparfaits et qu'il faut bien que le système puisse résister à la perfidie. Il ne cherche pas à laisser sa marque, non, il cherche à laisser un régime stable qui, contrairement à la 4ème République, ne sera pas instable, mais qui ne pourra pas non plus aboutir à une tyrannie et à de la démagogie. Est-ce que ça a fonctionné? Passons.
Et un changement majeur qu'il va initier, c'est le suffrage universel. Remplacer les grands électeurs par toi qui vas voter avec ton petit papier. Et oui, c'est aussi De Gaulle. C'est en septembre 1962 que le général De Gaulle décide de soumettre aux Français, par référendum, l'élection du président de la République au suffrage universel. Et c'est approuvé à 62%. Juste avant cela, Charles de Gaulle, qui n'a pas eu assez de blessures et de péripéties, est visé par un attentat, l'attentat du Petit Clamart. En fait, la crise d'Algérie vient de se terminer, 54-62 si tu te souviens, et le général de Gaulle décide d'abandonner l'Algérie et l'OAS est alors créée. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète, voulait vraiment garder l'Algérie. Pas content, l'OAS se dit que ce serait bien de tuer le président de la République pour faire bouger les choses. Ils organisent donc un attentat. Et heureusement ça fail, parce que voiture française, et De Gaulle s'en sort. En vrai, on l'oublie, c'est pas passé loin, vraiment, c'est pas passé loin du tout. Alors forcément, les Français on est plus intelligents que les Américains et on se balade pas en décapotable, mais 14 balles ont touché la DS et plusieurs l'intérieur de la voiture. Quant à l'Algérie, c'était perdu d'avance. Mais aujourd'hui je comprends les généraux qui étaient mécontents et qui voulaient garder l'Algérie. Ils avaient anticipé que les Algériens se feraient remarquer partout dans le monde avec leur drapeau à l'agiter là comme ça. Et ce avec un comportement pourri. Bon, les racistes, ne criez pas victoire. Les Français restent les touristes les plus haïs dans beaucoup de pays du monde. Alors abonne-toi et calme-toi. Fin de cet épisode, mais pas totalement. Charles de Gaulle est visé par d'autres attentats. 3 sont recensés. Charles de Gaulle continue de mener à bien son mandat présidentiel en faisant beaucoup de choses pour la France. Par exemple, pour l'environnement, il crée des parcs naturels qui existent toujours, une usine marémotrice, et il permet à la France d'avoir plein de centrales nucléaires et de bien gérer son électricité. Puis, une fois le fait algérien terminé, De Gaulle peut enfin mener une vraie politique internationale alors qu'il avait été freiné pendant plusieurs années. On arrive sur la fin du mandat du général de Gaulle. En 1965, le général de Gaulle est candidat à sa propre succession. Il est à noter que le général se refuse à faire véritablement campagne avant le premier tour, jugeant que l'élection présidentielle résulte de la rencontre entre un homme et son peuple. Le résultat décevant au premier tour, seulement 44%, et la victoire très juste, 55% au deuxième tour, le déstabilise. Bon, aujourd'hui, c'est pas ces chiffres-là. Ce second tour annonce en fait une évolution fondamentale de la Ve République. La bipolarisation du champ politique. Puisque l'élection du président de la République devient l'élément central de la vie politique française, forces de droite et de gauche sont dès lors forcées de s'entendre et de se regrouper autour d'un candidat commun susceptible de dépasser les 50%. La notion gaulliste de rassemblement par-delà les partis est bien entendu remise en cause par cette évolution. Et oui, Charles de Gaulle est un idéaliste et s'attend à avoir plus de monde voter pour lui parce qu'il protège la France. Mais non, les gens sont des guignols et les ancêtres des wokistes veulent élire François Mitterrand afin qu'il ruine la France. Revenons à nos bretzels. De Gaulle est réélu, heureusement. Et lors de sa réélection, il passe à la télé, ce qu'il voit comme une ineptie, refusant de jaspiner dans les étranges lucarnes. Ironique pour un homme qui critiquait le conservatisme et l'inertie des officiers. Comme quoi, avec le temps, on finit toujours par être dépassé par la technologie. Un petit peu comme les généraux qui doivent me critiquer sur TikTok. Et tu le sais certainement, il ne va pas finir son mandat présidentiel. Beaucoup associent mai 1968, la révolte étudiante, et la fin de la présidence gaulliste. Mais non, déjà ce que personne ne sait à l'époque, c'est qu'il avait prévu de ne pas finir son mandat. Il avait annoncé à ses proches se retirer à ses 80 ans, soit en 1970. Bon, avant de finir son mandat, il a quand même 4 ans pour agir. Son second mandat continue dans la lignée du premier. D'ailleurs, un sujet politique intéressant souvent associé à De Gaulle, c'est l'Europe. On qualifie souvent De Gaulle d'anti-européen, qui ne veut pas d'une organisation européenne. En réalité, il est intéressé par l'Europe, mais ne veut pas d'une Europe supranationaliste, ni de l'entrée des Anglais. Le président veut défendre les intérêts français et il estime qu'une Europe trop forte menacerait l'indépendance française. Et c'est ce qui est aujourd'hui souvent reproché à l'Europe. Quant aux Anglais, ils les voient comme une menace par leur lien avec les États-Unis. Les événements de mai 1968 ont été compris par Charles de Gaulle comme l'expression d'un malaise devant un décalage entre l'évolution de la société et ses structures. Bon, il s'est un petit peu pris la tête, hein. C'était juste des wokistes qui étaient pas contents, qui ont commencé à tout casser. Voilà, les ancêtres des Black Blocs, ils étaient là. Et selon lui, réformer les structures permettrait de répondre à ce malaise. Bon... Il organise donc un référendum en 1969.
Donc oui, les événements de mai 68 sont liés à sa fin. Le référendum du mois d'avril 1969 peut être interprété de plusieurs manières. Pour certains, le général de Gaulle propose une réforme du Sénat et de la régionalisation dans le but de parachever une politique de décentralisation qui a été entamée dans le milieu des années 1960. Et cette politique de décentralisation, mais ce référendum est interprété par d'autres comme une tentative de relégitimation en mettant sa démission dans la balance en cas de réponse négative. Bah oui, De Gaulle a déjà fait ça par le passé, donc c'est logique de comprendre ça comme ça aussi. De Gaulle fait de cette consultation un référendum pour ou contre son maintien au pouvoir, remettant en jeu son mandat présidentiel conquis en 1965 et qui court jusqu'en 1972. Il s'agirait alors pour lui de retrouver plus de légitimité pour finir son mandat. De fait, la campagne du non coalise toutes les forces anti-gaullistes. Le jour du référendum, le non l'emporte par 52%. Le général, tirant les conséquences de ce référendum, démissionne le soir même de la présidence de la République. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Charles de Gaulle se retire alors de la politique. Il réside en Irlande temporairement, puis se rend en Espagne pour un voyage et rencontre Franco. Ce voyage est très critiqué et donne une dernière très mauvaise impression du général qui aurait pu faire un parcours sans faute. Surtout, il envoie une lettre au général Franco, se concluant par « Avant tout, j'ai été heureux de faire personnellement votre connaissance, c'est-à-dire celle de l'homme qui assure, au plan le plus illustre, l'avenir, le progrès, la grandeur de l'Espagne. » D'un côté, son respect pour un homme qui a su rendre son pays plus puissant et compréhensible, la politique de Charles de Gaulle suivant la même lignée, et globalement ce sont des politiques assez classiques pour des officiers, pour des militaires, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde, rendre le pays fort, c'est vraiment typique. Et celle du général de Gaulle comme du général Franco n'avaient pas pour ambition de rendre leur peuple heureux. Non, c'était d'abord faire un pays fort, avant de penser bonheur. Sauf que le général Franco, le bonheur, lui, c'était pas trop ça, quoi. Donc bref, mauvaise touche pour la fin, mais retenons le reste de son histoire purement héroïque. Le général de Gaulle s'éteint le 9 novembre 1970 à 79 ans. Son histoire est incroyable, marquée par la guerre, par la politique, et Charles de Gaulle est un homme qui a réellement porté la France, qui l'a marqué bien plus qu'on ne s'en souvient, en général. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui a nécessité énormément de recherche et de relire le fil de l'épée. Et oui, quand même. Si c'est le cas, mets un j'aime, abonne-toi, mets un petit commentaire pour envoyer de la force et va voir mes programmes dans la description, puis télécharge mon application Fit Focus Fitness pour découvrir tous mes programmes. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Force!